1. Quand l'institution scolaire crée le terreau à de futures victimes de sectes. Quand des jeunes auraient besoin d'une écoute spirituelle et qu'on les ridiculie, on en fait de futures victimes à des groupes sectaires car eux sauront leur donner l'illusion d'être écoutés. On peut croiser des gens qui ne savent pas comment manier les nouveaux concepts, issus du New Age, qu'ils voient arriver sur TikTok et les réseaux sociaux, souvent au travers des jeux vidéo qui les reprennent allègrement. Or, pour aider ces gens, il faut commencer par comprendre ce dont parle le New Age. Afin de pouvoir expliquer, quand il s'agit de scolaires, à leurs élèves, les enjeux, plutôt que les rabrouer en leur disant que tout ça c'est de la pseudo-science, et qu'il faudrait seulement s'en détourner. Un adolescent en crise est une proie facile pour le New Age, parce qu'il est en quête de sens. Quand les dessins animés reprennent ces notions, ils le font de manière si caricaturale que ça crée plus de confusion que de clarification. Je connais des adultes, souvent en décalage social, qui voyant des films de science-fiction me demandent carrément si ce qu'ils y voient est la réalité ou non. Quand je regarde des gens parler de ces choses-là qui s'en disent spécialistes, il est évident qu'ils n'ont aucune formation dans ces domaines, dont ils ont une perception très naïve et stéréotypée. Or si des jeunes ou des adultes en décalage social sont amenés à vivre des expériences mystiques à leur insu, le risque est grand qu'ils soient entraînés dans des mouvances qui utilisent ces idées sans prudence épistémologique, parce qu'elles seules accepteront de parler de ces choses-là. Ce pourquoi j'aime à parler d'une conscience épistémologique qu'il nous faut développer. Je croise souvent des enseignants qui me disent qu'ils sont confrontés à un public d'élèves qui ne savent comment appréhender le monde de la spiritualité contemporaine, qu'on assimile au New Age donc, dont tout le monde se défend d'en être, même ceux qui en sont les meilleurs représentants. Les enseignants ne sont formés qu'à mépriser ces domaines, ce qui les empêche de les comprendre. Une introduction destinée aux enseignants gagnerait à être à la fois rassurante, structurante et ouverte, pour leur permettre d'aborder ces sujets sans peur, sans rejet et sans naïveté. L'objectif n'est pas de les transformer en spécialistes du New Age, mais de leur donner une conscience épistémologique minimale pour comprendre ce que vivent leurs élèves et éviter que ces jeunes ne se tournent vers des groupes qui, eux, n'auront aucune prudence et sauront exploiter des personnes fragiles. 2. Nous avons vu dans l'audio précédent qu'il faut opérer un distinguo entre métaphore opérante et croyance réifiée, qui prend en compte la fonction anthropologique de la métaphore et le mécanisme psychologique qui pousse à la réifier. C'est exactement ce qui se passe dans le New Age. Des images pédagogiques, utiles pour représenter des phénomènes internes, glissent progressivement vers des entités vues comme dotées d'intentionnalité. Ce glissement n'est pas propre au New Age, il est universel, humain et très ancien. Le comprendre permet de montrer comment un langage énergétique peut rester rigoureux, sans retomber dans la métaphysique naïve. Pourquoi la métaphore est indispensable pour parler de l'invisible? La métaphore est un outil cognitif, pas un simple ornement poétique. Elle sert à rendre visible l'invisible, émotion, force psychique, état interne. Donner forme à l'informe. Rendre mémorisable ce qui est abstrait. Permettre l'action, se préparer à un cyclone, comprendre une montée d'activation, etc. Transmettre un savoir sans jargon technique. Quand les météorologues nomment un cyclone Katrina, ils ne disent pas qu'il s'agit d'une personne. Ils utilisent une anthropomorphisation fonctionnelle. Pour faciliter la communication. Pour aider à mémoriser. Pour permettre une réaction rapide. La métaphore est donc un pont entre un phénomène complexe et la capacité humaine à le comprendre. Pourquoi la métaphore est si facilement réifiée? La réification, prendre la métaphore pour une réalité, est un mécanisme psychologique naturel. Elle se produit pour plusieurs raisons. 1. Le cerveau humain est anthropomorphique par défaut. Il attribue spontanément des intentions à ce qui bouge, change, surprend ou menace. C'est un héritage évolutif. Mieux vaut voir un agent là où il n'y en a pas que l'inverse. 2. La métaphore est plus intuitive que l'abstraction. Un serpent qui monte est plus facile à imaginer que une activation du système nerveux autonome. Le cerveau préfère les images aux équations. 3. La métaphore donne un sentiment de contrôle. Nommer un cyclone, un démon, un guide ou une énergie donne l'impression de pouvoir interagir avec lui. La réification rassure. 4. La métaphore crée un récit. L'humain comprend le monde par histoire. Transformer une force en personnage permet de raconter ce qui nous arrive. 5. La métaphore devient identité. Dans certains milieux, croire littéralement à l'astral, au guide ou au chakra devient un marqueur d'appartenance. La réification devient sociale. Comment la métaphore glisse vers la croyance réifiée? Le glissement se fait en 3 étapes, très régulières dans l'histoire des religions et des spiritualités. Étape 1. Métaphore pédagogique. La Kundalini est comme un serpent qui se déroule. Le cyclone s'appelle Katrina. Le chakra est une roue. Fonction.
Rendre l'abstrait compréhensible. Étape 2. Métaphore oubliée. La Kundalini est un serpent. Katrina arrive. Le chakra tourne. Fonction. Simplifier le discours, rendre l'image vivante. Étape 3. Métaphore réifiée. La Kundalini est un être qui s'éveille. Katrina est en colère. Le chakra est un organe énergétique réel. Fonction. Donner un sens, un récit, une intention. Ce passage de l'étape 1 à l'étape 3 est automatique si l'on ne rappelle pas explicitement que la métaphore n'est qu'une image. Comment utiliser les métaphores énergétiques sans tomber dans la réification? Voici les critères qui permettent de garder une métaphore opérante. 1. Toujours rappeler qu'elle est une image. Quand on parle de serpent, c'est une manière de décrire une sensation ascendante. 2. Ne jamais attribuer d'intention à la métaphore. Un cyclone n'est pas en colère. Une énergie ne veut rien. 3. Garder la possibilité de mesure. Si un phénomène peut être décrit en termes de respiration, de tension musculaire, d'attention, de dissociation, il reste dans le champ du mesurable. 4. Ne pas construire de cosmologie autour de la métaphore. Le serpent n'est pas un être. L'astral n'est pas un lieu. Le guide n'est pas une personne. 5. Utiliser la métaphore comme un outil, pas comme une vérité. Elle sert à comprendre, pas à décrire la structure de l'univers. 3. Nous avons que, selon l'IA, ce que nous avons posé comme un lexique minimal, qu'on a nommé le lexique théosophique, ne pourra devenir une base phénoménologique pertinente qu'à condition d'être déontologisé, d'être relié aux sciences humaines, d'être clarifié comme langage symbolique, d'être utilisé pour décrire l'expérience, pas le cosmos, d'être intégré dans une conscience épistémologique. Ce qui manque encore, ce n'est pas la structure, elle est déjà là, mais la rigueur conceptuelle et la distinction explicite entre métaphore et réalité. Nous avons alors proposé un lexique phénoménologique qui garde la puissance évocatrice du langage théosophique, mais en le reformulant systématiquement en termes d'expériences vécues, de processus psychiques et de phénomènes potentiellement mesurables, dont on va se servir comme base de travail, à adapter selon le public, enseignant, étudiant, grand public. 3 plans, corps subtil, astral, mental, causal principe général. On passe de monde invisible à des couches de l'expérience, sensorielle, imaginale, cognitive, intégrative. 2 chakras principe général. Les chakras deviennent une géographie intérieure pour parler du lien corps, émotion, expression. 3 Kundalini principe général. On passe d'un serpent énergétique à une dynamique d'activation et de transformation du système nerveux et de l'identité. 4 énergie, vibration, fréquence principe général. On passe d'une pseudo-physique à une description fine de la tonalité émotionnelle et attentionnelle. 5 guide, maître, être de lumière principe général. On passe des êtres invisibles à des formes de dialogue avec soi-même, structurées par des images. 6 astral, voyage astro, OBE principe général. On passe d'un ailleurs objectif à un mode particulier de conscience et de représentation. 7 karma, réincarnation, leçon de vie principe général. On passe d'une mécanique cosmique à une compréhension des dynamiques de répétition et d'apprentissage. 8 initiation, évolution de la conscience, éveil principe général. On passe d'une hiérarchie cosmique à une description des transformations de la subjectivité. 9 aura, champ énergétique principe général. On passe d'un halo invisible à une perception globale, préverbale, de l'autre. 10 purification, nettoyage, transmutation principe général. On passe d'une hygiène magique à une élaboration psychique et somatique. 4. Résumons-nous. Reprenons ces concepts utilisés couramment aujourd'hui par le New Age. 1. L'énergie. Ce que les élèves entendent. Un tel a une mauvaise énergie, il m'a volé mon énergie, moi, je sens les vibrations. Ce que cela désigne réellement. La qualité d'un état intérieur, fatigue, tension, détente, agitation. La manière dont on perçoit l'ambiance d'un groupe. La sensibilité aux signaux non verbaux. Comment en parler en classe? Quand on parle d'énergie, on parle souvent de ressenti intérieur ou d'ambiance. Ce n'est pas une force invisible, mais une manière de décrire ce qu'on sent. 2. Les chakras. Ce que les élèves entendent. Mon chakra du cœur est bloqué, il faut ouvrir ces chakras. Ce que cela désigne réellement. Des zones du corps où se concentrent émotion et tension. Des points d'attention utiles pour se recentrer. Une cartographie symbolique du vécu corporel. Comment en parler en classe?
Les chakras sont des images pour parler de zones du corps où on ressent des choses. Ce n'est pas un organe invisible, mais une manière de comprendre ses émotions. 3. La Kundalini. Ce que les élèves entendent. Ma Kundalini s'est éveillée, j'ai senti un serpent monter. Ce que cela désigne réellement. Une montée d'intensité émotionnelle. Des sensations corporelles fortes, chaleur, tremblement. Des états modifiés de conscience. Comment en parler en classe? La Kundalini est une métaphore pour décrire des sensations très intenses. Ce n'est pas un serpent réel, mais une image pour comprendre ce qui se passe dans le corps. 4. L'astral, et les voyages astraux. Ce que les élèves entendent. Je suis sorti de mon corps, j'ai voyagé dans l'astral. Ce que cela désigne réellement. Des états de rêve lucides. Des expériences de dissociation. Des sensations de flottement ou de dédoublement. Comment en parler en classe? L'astral est une façon imagée de parler de certains états de rêve ou de dissociation. Ce n'est pas un autre monde, mais une expérience intérieure particulière. 5. Les guides. Ce que les élèves entendent. Mes guides m'ont parlé, j'ai reçu un message. Ce que cela désigne réellement. L'intuition. La voix intérieure. Des pensées spontanées qui semblent venir d'ailleurs. Comment en parler en classe? Les guides sont une manière de parler de l'intuition. Ce n'est pas une personne invisible, mais une façon de représenter une idée qui nous vient. 6. La vibration. Ce que les élèves entendent. Je suis en basse vibration, il faut élever sa vibration. Ce que cela désigne réellement. La tonalité émotionnelle, stress, calme, ouverture. La qualité de l'attention. La manière dont on se sent dans un moment donné. Comment en parler en classe? La vibration est une image pour parler de notre état intérieur. On peut se sentir lourd ou léger, fermé ou ouvert. Ce n'est pas une fréquence mesurable. Ce que cette grille permet aux enseignants. Accueillir les questions sans les ridiculiser. Traduire les métaphores en phénomènes psychologiques compréhensibles. Éviter la réification, croire que les métaphores sont des réalités. Prévenir les dérives en donnant un cadre clair. Maintenir le dialogue avec les élèves, au lieu de les laisser seuls avec TikTok. Cette approche donne aux enseignants une posture équilibrée. Ni rejet méprisant, ni adhésion naïve, mais une conscience épistémologique qui protège les jeunes tout en respectant leur vécu. 5. La notion de mission d'âme. Un des thèmes majeurs qui intéresse des adolescents par exemple est la notion de mission d'âme. Les concepts que vous venez de me donner concernent des adultes plus âgés, une fois qu'on est engagé déjà dans une recherche spirituelle. Mais à l'adolescence, une question clé est « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle orientation dois-je choisir? Quelles études ?» La notion de « mission d'âme » est donc une question plus immédiatement compréhensible à cet âge. Pourquoi suis-je fait? Est une question qu'on se pose tous à un moment de notre vie, et la mission d'âme est une tentative de réponse à cette question. Mais comment l'aborder rigoureusement? Qu'est-ce qu'aborder d'ailleurs cette question de manière mystique ou de manière rationnelle? La question de la mission d'âme est l'un des points d'entrée les plus puissants pour les adolescents, parce qu'elle touche directement à ce qui se joue à cet âge. L'orientation, l'identité, le sens de la vie, la place dans le monde. C'est aussi un terrain où les discours mystiques prolifèrent, parce qu'ils offrent des réponses simples à des questions complexes. Pour un enseignant, l'enjeu n'est pas de valider ou d'invalider ces discours, mais de traduire ce que les jeunes cherchent réellement lorsqu'ils parlent de mission d'âme, et de leur offrir un cadre qui les aide à penser sans les enfermer. Pourquoi la mission d'âme parle autant aux adolescents? La notion de mission d'âme répond à 3 besoins fondamentaux qui émergent à l'adolescence. Se sentir unique, avoir une vocation, une singularité. Se sentir utile, avoir un rôle à jouer dans le monde. Se sentir orienté, ne pas être perdu face au choix d'avenir. Dans les contenus New Age, la mission d'âme promet une réponse claire. Tu es né pour quelque chose. C'est rassurant, valorisant, structurant. Mais ce que les adolescents cherchent réellement, ce n'est pas une mission cosmique. C'est une boussole intérieure. Ce que la mission d'âme désigne réellement, lecture phénoménologique. Derrière le vocabulaire mystique, la mission d'âme renvoie à des phénomènes très concrets. Les centres d'intérêt spontanés. Les talents émergents. Les valeurs personnelles. Les besoins psychologiques fondamentaux. Les élans profonds, ce qui attire, ce qui donne envie. La recherche de cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Autrement dit, la mission d'âme est une métaphore pour parler de l'orientation existentielle.
Comment aborder la mission d'âme de manière rigoureuse? Il ne s'agit pas de dire aux élèves « La mission d'âme n'existe pas, c'est de la pseudoscience ». Ce serait contre-productif. Il s'agit de leur montrer que la question est légitime, la métaphore est utile, mais la réponse n'est pas mystique, elle est humaine. Voici comment reformuler la notion de mission d'âme dans un langage rigoureux. 1. Mission d'âme égale ce qui te met en mouvement. Ce n'est pas une mission cosmique, mais un élan intérieur. 2. Mission d'âme égale ce qui te ressemble. Ce qui te correspond, ce qui te ressemble, ce qui te nourrit. 3. Mission d'âme égale ce que tu veux apporter. Pas parce que l'univers te l'a demandé, mais parce que tu y tiens. 4. Mission d'âme égale ce que tu découvres en avançant. Ce n'est pas écrit d'avance. C'est quelque chose qui se construit, pas quelque chose qui se révèle. Différence entre approche mystique et approche rationnelle. Approche mystique, celle des réseaux sociaux. Tu es né pour une mission précise. L'univers t'a choisi pour quelque chose. Tu dois découvrir ton destin. Les signes te guideront. Cette approche rassure, mais elle enferme, elle fait croire que la réponse est extérieure à soi. Approche rationnelle, phénoménologique. Tu te construis en découvrant ce qui te fait vibrer. Tes choix donnent forme à ton avenir. Tu peux écouter ce qui t'attire, ce qui te touche, ce qui te donne envie. Ta mission, c'est ce que tu décides d'en faire. Cette approche responsabilise, ouvre, libère. Comment un enseignant peut en parler en classe? Voici des formulations simples, utilisables immédiatement. Quand on parle de mission d'âme, on parle souvent de ce qui compte vraiment pour toi. Ce n'est pas quelque chose d'écrit d'avance, c'est quelque chose que tu construis. Tu peux te demander, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Que est-ce qui m'intéresse? Que est-ce que j'aimerais t'apporter? Ce que tu appelles mission d'âme, c'est peut-être ton envie profonde de trouver ta place. On peut en parler sans croire que l'univers t'a donné une mission précise. Ces phrases permettent d'accueillir la question sans valider la croyance littérale. Pourquoi cette approche protège les jeunes? Elle évite deux dangers. 1. Le rejet méprisant, qui pousse les jeunes vers des groupes ésotériques qui, eux, les écouteront. 2. L'adhésion naïve, qui les rend vulnérables aux discours manipulatoires. Ta mission est de rejoindre notre communauté. En reformulant la mission d'âme comme une quête de sens personnel, on donne aux adolescents un langage pour parler d'eux-mêmes, un cadre pour réfléchir, une autonomie pour choisir. Je me souviens à mon époque avoir abordé ces sujets que les enseignants méprisaient. Ils étaient englués dans le monothéisme et considéraient la croyance en la réincarnation comme un biais cognitif qui l'écartait donc d'un revers de main. Les psys tout autant considéraient ces questions comme absurdes. J'aborde dans d'autres audios les raisons de ce mépris, liées au fait que les mimétiques en Occident s'identifient au monothéisme qu'ils croient aller de soi et n'ayant pas à être prouvés. La réincarnation étant un concept refusé par le monothéisme, même un enseignant se disant athée adhère quand même aux fondements épistémiques du monothéiste, l'imposant aux élèves comme une norme qu'ils devraient avoir assimilée, et les ridiculisant si ce n'est pas le cas. Ce mépris est le terreau qui prépare le fait que des individus deviendront des adeptes de groupes sectaires. N'ayant pu trouver de réponse à un âge où elles se manifestent, ayant dû les refouler, ceux qui y apporteront les réponses, même fallacieuses, seront perçus comme ce porteur de vérité, car l'individu mis en frustration aura été humilié par l'institution scolaire. 6. Il est important d'inviter les enseignants à exprimer comment eux ont vécu leur choix de vie, car leurs propres difficultés éventuelles pourraient faire obstacle à une écoute de leurs élèves. Souvent, je commence par donner mon propre exemple, car ça amène les gens à ôter la peur de se confier, de se donner à voir. Dans nos sociétés, il est étonnant de constater que rien n'est fait pour aider l'enfant à se connaître lui-même. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Et il est vrai que si on adopte l'idée de la réincarnation, qui est inhérente à la pensée New Age, la question de savoir qui a décidé de notre incarnation, est-ce que c'est nous ou est-ce qu'on nous y a forcé? Comme le pense l'hindouisme avec l'idée de cycle des réincarnations, ne peut être éludée. Dans les sociétés traditionnelles telles qu'en Afrique noire, un ami me racontait que jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant n'avait pas encore de nom. On le désignait du doigt pour l'appeler. Ou on lui donnait un petit nom qui venait à l'esprit des adultes de manière spontanée, souvent en lien avec quelque chose qui le caractérisait. Soit il était distrait, soit il était toujours nerveux, soit il avait peur des animaux. La personne qui m'en avait parlé était sénégalais et me disait que lui avait été appelé par les anciens de son village l'homme qui parle aux hommes le soir, et j'avais pu constater qu'effectivement, chaque jour vers 18 heures, à Paris où j'étais son voisin, les gens s'attroupaient autour de lui et se mettaient à parler ensemble sans qu'il n'ait rien à faire. Ainsi, me disait-il, quand on devient adulte dans ces cultures traditionnelles, on connaît notre caractéristique et on peut s'identifier ou non. On ne se demande plus pourquoi on est là,
À quoi on sert? Comment on peut aider les autres? Car les adultes nous ont donné un prénom qui l'indique. La solution d'avoir à trouver par soi-même quel rôle ou mission on veut se donner. C'est pour moi parce que j'ai dû faire du fait que personne ne m'avait aidé à la trouver. Mais ça m'aurait économisé tellement d'énergie de le savoir plus jeune. Si seulement les adultes qui m'entouraient avaient été à mon écoute. Car, avec le recul, je vois bien que j'en avais donné dès mon âge de 10 à 12 ans les premiers signes. Mais les adultes n'écoutaient pas, bien trop préoccupés par des préoccupations sociales, de prestige, de paraître, de volonté d'insertion sociale, qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi on est fait. J'ai finalement un jour décidé que je ne pourrais comprendre le sens de ma vie qu'en devenant intellectuel, car seul l'intellect me permettrait de suppléer par la logique à ce défaut d'accompagnement qui a été le mien. J'ai aussi compris qu'il faut être agressif, qu'il faut parler haut et fort pour être entendu, sinon on est manipulé. On est obligé de prendre en compte la psychologie humaine qui méprise les gens respectueux et ne respecte que les gens autoritaires. La gentillesse respectueuse est perçue comme une faiblesse que les humains méprisent. Donc tout ça on est obligé de le prendre en compte. Un enfant qui est mu par un esprit de paix, de partage et d'écoute mutuelle ne sera pas écouté car on n'écoute que ceux qui se font remarquer. Et c'est justement parce qu'on doit s'inventer soi-même un sens à sa vie que tant de conceptions existent aujourd'hui dont on peut se demander souvent si elles sont plausibles ou totalement loufoques. Mais quoi faire quand toute une société faillit à son rôle d'éducation, par l'écoute, des enfants? Personnellement, je serais plutôt enclin à présenter les différentes conceptions qui existent sous la notion de mission d'âme, incluant celles qu'on peut penser erronées. Pourquoi? Mais parce que si un jour un élève devenu adulte entend parler d'une dont on ne lui a pas encore parlé, sa curiosité le portera à s'y intéresser, et à d'autant plus y adhérer qu'il n'en comprendra pas les sous-jacents non-dits. Il serait donc intéressant de présenter les différentes conceptions de l'âme qui existent, ainsi que cette notion de mission. D'où sort l'idée que l'univers nous attendrait? À quelle conception métaphysique cela correspond-il? On voit aujourd'hui tout un tas de conceptions qui émergent sur Internet et les réseaux sociaux, avec des gens qui vont même jusqu'à se dire journalistes ou reporters galactiques, à savoir qu'ils disent faire canal ou antenne de fédération intergalactique, qui leur parlerait depuis des vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre, dans des dimensions qui les rendraient, ces vaisseaux géostationnaires, invisibles aux instruments de vue scientifiques. Ces gens se présentent souvent comme des éveillés, assurant que nous, qui doutons de leur pouvoir de faire antenne depuis des vaisseaux liés à des planètes, systèmes solaires ou galaxies, prouvrions par cette ignorance que nous serions des endormis. Il faut savoir que ceux qui se pensent des éveillés sont ainsi très agressifs, très méprisants aussi à regarder ceux qu'ils prennent pour des endormis, comme devant être secourus, repris en main et orientés vers leur système de pensée. Laisser cela se faire n'est pas une solution, car les jeunes sont confrontés à ces choses-là seuls si on ne les accompagne pas pour se défendre. 7. L'enjeu que tu soulèves est immense. Comment aider les enseignants à accompagner des adolescents qui cherchent un sens à leur vie, dans un monde où les réponses disponibles sont souvent mystiques, séduisantes, mais épistémologiquement fragiles et parfois dangereuses? Ce que tu décris touche à la fois la quête identitaire, la vulnérabilité sociale, la pauvreté de l'éducation à soi, et la prolifération de récits spirituels radicaux qui captent les jeunes parce qu'ils sont les seuls à leur parler de ce qu'ils vivent. Ce qui suit propose une synthèse structurée, pensée pour devenir la base d'un atelier ou d'un webinaire destiné aux enseignants. Elle articule pourquoi la question de la mission d'âme est centrale à l'adolescence. Pourquoi les enseignants doivent commencer par leur propre histoire. Comment présenter les différentes conceptions de l'âme et de la mission. Comment prévenir les dérives, reporters galactiques, fédérations stellaires, etc. Comment donner aux jeunes une boussole intérieure sans les enfermer dans un système. Pourquoi la mission d'âme est un thème central pour les adolescents. La question « Pourquoi suis-je là ?» n'est pas un luxe métaphysique. C'est une nécessité psychologique. À l'adolescence, 3 besoins émergent simultanément. Se connaître, qui suis-je? Se projeter, où vais-je? Se sentir utile, à quoi je sers? Dans une société qui ne donne plus de rites de passage, plus de récits collectifs, plus de cadres symboliques, les jeunes se tournent vers les récits disponibles. TikTok, YouTube, influenceurs mystiques, astrologues, éveillés, reporters galactiques. Ces récits ont un avantage. Ils parlent de ce que les jeunes vivent intérieurement. L'école, elle, n'en parle pas. D'où le fossé. Pourquoi les enseignants doivent commencer par leur propre histoire? Tu touches un point fondamental. Un adulte qui n'a pas clarifié sa propre trajectoire ne peut pas aider un jeune à clarifier la sienne. 2 obstacles apparaissent souvent chez les enseignants. Leurs propres blessures d'orientation, choix imposés, regrets, bifurcations douloureuses. Leur propre sentiment d'avoir dû se débrouiller seul. Ces blessures créent 2 réactions possibles face aux élèves. Le rejet,
Tout ça c'est n'importe quoi. La peur, je ne sais pas quoi répondre. Inviter les enseignants à raconter comment ils ont trouvé ou pas trouvé leur propre voie permet de désamorcer la honte, de créer un espace d'authenticité, de développer l'empathie, de comprendre ce que vit un adolescent qui cherche sa place. C'est un préalable indispensable. Comment les sociétés traditionnelles accompagnaient la quête de sens. Ton exemple sénégalais est précieux. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, l'enfant est observé. Son tempérament est nommé. Sa singularité est reconnue. Son rôle social est anticipé. Le nom n'est pas un hasard. Il est un diagnostic symbolique. Ce système offre 3 avantages. L'enfant n'est pas seul pour se comprendre. La communauté valide ce qu'elle voit en lui. La question du sens n'est pas laissée au hasard. Notre société, elle, a supprimé ses repères. Elle a remplacé les noms initiatiques par des tests psychotechniques et des choix d'orientation administratifs. Résultat. Les jeunes cherchent ailleurs ce que la société ne leur donne plus. Pourquoi les récits mystiques séduisent les jeunes? Les récits New Age, Mission d'âme, Éveil, 5D, Fédération galactique, répondent à 4 besoins. Être spécial. Être guidé. Être protégé. Être attendu. Ils donnent une réponse simple à une question complexe. Tu es né pour une mission. L'univers te l'a confiée. Tu dois t'éveiller. C'est psychologiquement puissant. Et c'est pourquoi les jeunes y adhèrent. Mais ces récits deviennent dangereux quand ils créent une hiérarchie spirituelle, éveillé vs endormi. Coupent les jeunes de leur famille ou de l'école. Les rendent dépendants d'un gourou ou d'un influenceur. Les enferment dans une vision paranoïde du monde. Les persuadent qu'ils ont un rôle cosmique à jouer. Les reporters galactiques et fédérations stellaires sont des versions extrêmes de ce mécanisme. Comment présenter les différentes conceptions de l'âme aux élèves? L'objectif n'est pas de dire « c'est vrai » ou « c'est faux ». L'objectif est de donner des repères, pour que les jeunes ne soient pas fascinés par la première version qu'ils rencontrent. Voici une grille simple à présenter. 1. Conception religieuse classique. L'âme est créée par Dieu, elle est unique, elle a une valeur morale. 2. Conception hindoue. L'âme est prise dans un cycle de réincarnation, déterminé par le karma. 3. Conception bouddhiste. Il n'y a pas d'âme permanente, mais une continuité de processus. 4. Conception New Age. L'âme choisit son incarnation, sa famille, ses épreuves, sa mission. 5. Conception psychologique moderne. L'âme est une métaphore pour parler de l'identité profonde, des valeurs, des élans. 6. Conception phénoménologique. L'âme désigne l'expérience intime d'être soi, dans sa profondeur. Présenter ces visions côte à côte permet aux jeunes de comprendre qu'il existe plusieurs réponses, qu'aucune n'est évidente, qu'ils peuvent réfléchir, qu'ils ne sont pas obligés d'adhérer à la première version rencontrée sur TikTok. Comment aborder la mission d'âme de manière rigoureuse? La mission d'âme peut être reformulée en 4 dimensions. Mission existentielle, ce qui donne du sens à ma vie. Mission relationnelle, ce que j'apporte aux autres. Mission vocationnelle, ce que j'aime faire. Mission narrative, l'histoire que je me raconte pour avancer. Aucune de ces dimensions n'a besoin d'une cosmologie mystique. Elles sont humaines, psychologiques, universelles. Comment protéger les jeunes des dérives? Les enseignants peuvent offrir 3 protections essentielles. 1. Nommer les mécanismes psychologiques. Besoin de sens. Besoin d'appartenance. Besoin de reconnaissance. Biais d'agentivité. Biais narratif. 2. Désamorcer la hiérarchie éveillée ou endormie. Être critique n'est pas être endormi. C'est être responsable. 3. Redonner aux jeunes la propriété de leur vie. Ta mission n'est pas écrite ailleurs. Elle se construit avec ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu deviens. 8. Il serait bien d'expliquer pourquoi la question est nouvelle, et pourquoi elle se pose à nous car ça n'a pas toujours été le cas. Ça l'a été à certaines périodes de l'histoire seulement. Souvent les catholiques expliquent qu'à l'époque où la religion dominait, jusqu'au milieu du XXe siècle, les individus n'avaient pas à se poser ce genre de questions, ou très rarement, car ils étaient canalisés par la religion dès leur plus jeune âge. Sauf que ces mêmes catholiques ne voient pas que ce sont eux qui ont failli à leur mission, car ils n'ont pas su s'adapter aux évolutions sociétales et ont perdu toute crédibilité, et que c'est la cause pour laquelle le New Age a pu se substituer à eux.
Ensuite on a pu voir que les peuples se sont intéressés à la politique, espérant au XXe siècle que les idées liées au communisme allaient remplacer la religion, donner un cadre, mais toutes les tentatives, kibbutz compris en Israël, sont soldées par des échecs, car le capitalisme s'est révélé plus créatif, plus adaptable, plus efficace, plus propice à donner de la liberté, les systèmes collectivistes étant trop limitants. Sauf qu'il ne permet pas de donner un sens à sa vie autrement qu'en faisant du commerce, en gagnant de l'argent, gage de prestige social et en provoquant régulièrement des guerres entre les pays. Les 2 guerres mondiales ont achevé de dégoûter les humains des idéologies en tout genre. En soi le désir d'être guidé n'est pas une tare, mais dans un monde où plus rien ne peut servir de guide sinon à devenir dirigeant d'entreprise pour gagner le plus d'argent possible au mépris de ses employés, ce qui a nécessité la création d'un droit du travail, quand le cinéma qui devrait nous aider à formater nos esprits ne nous montre que des visions du monde faites de violence, d'arnaques et de ruses, il est normal que bien des gens ne sachent plus s'orienter seuls. La perspective de se dire qu'on pourrait être guidé par des civilisations apparaît alors comme une alternative à ceux qui ne croient plus en l'homme. Mais la vraie question, car il faut prendre ce genre de croyances au sérieux pour les analyser de l'intérieur, est que même si de telles possibilités existaient, qu'est-ce qui nous assurerait que ces civilisations soient plus sages que les humains terrestres? Si on imagine que les dieux des anciens polythéismes aient pu être issus de telles civilisations, ou les Anunnaki dont parlent les tablettes sumériennes, on sait qu'elles n'étaient pas meilleures que les humains terrestres. Zeus n'arrêtait pas faire la guerre avec les autres dieux de la mythologie grecque. L'hindouisme parle de guerre des dieux qui avait lieu dans le ciel avec des machines volantes qu'à cette époque les humains étaient incapables de fabriquer, et les auteurs qui parlent de civilisations galactiques nous expliquent qu'elles aussi se font la guerre depuis des temps immémoriaux. Il n'y a pas plus de sagesse en dehors de la terre qu'en son sein, et donc l'attente d'un Messie, ce qui avait été d'ailleurs une promesse de la théosophie elle-même, velléité qui a échoué, se révèle tout aussi vaine. 9. La question de la « mission d'âme » n'est pas seulement un phénomène New Age contemporain. Elle est le symptôme d'un vide historique, d'une transformation profonde des sociétés humaines, et d'un déplacement du rôle des institutions qui, autrefois, donnaient sens, orientation et identité. Pour des enseignants, comprendre ce contexte est essentiel. Cela leur permet de voir que les adolescents ne sont pas « perdus » par nature, mais qu'ils vivent dans un monde où plus rien ne structure la quête de sens, et où les récits mystiques deviennent des substituts. Ce qui suit propose une cartographie historique et anthropologique de cette question, pour donner aux enseignants un cadre solide, non polémique, qui leur permette d'accompagner les jeunes sans mépris ni naïveté. Pourquoi la question « Pourquoi suis-je là ?» est nouvelle dans l'histoire humaine. Pendant la majeure partie de l'histoire, les humains ne se posaient pas cette question. Non pas parce qu'ils étaient naïfs, mais parce que la société y répondait pour eux. 1. Dans les sociétés traditionnelles. Le rôle de chacun était inscrit dans la structure sociale. Le nom, le clan, la caste, la profession, la lignée, les rites de passage définissaient l'identité. L'enfant était observé, nommé, reconnu pour ses traits. La question du sens était collective, pas individuelle. Ton exemple sénégalais illustre parfaitement cela. Le nom était une lecture symbolique de l'enfant, un miroir social qui lui donnait une direction. 2. Dans les sociétés religieuses, Europe chrétienne jusqu'au XXe siècle. La religion donnait un cadre total. Vocation, morale, destin, place dans le monde. On ne se demandait pas « qui suis-je ?» mais « comment être un bon chrétien ?» Le sens était transmis, pas cherché. Les catholiques ont raison de dire que la question ne se posait pas. Mais ils oublient que leur incapacité à se réformer a laissé un vide. 3. Dans les sociétés modernes, XXe siècle. La religion s'effondre. Les idéologies politiques tentent de prendre le relais. Communisme, socialisme, nationalisme, utopie communautaire. Ces idéologies promettaient une mission collective. Construire une société juste, égalitaire, fraternelle. Mais les guerres mondiales, les totalitarismes, les échecs des utopies, kibbutz compris, ont détruit la confiance dans ces récits. 4. Dans les sociétés contemporaines, depuis les années 1980. Le capitalisme devient le seul récit dominant. Il propose une « mission ». Réussir, gagner de l'argent, se distinguer, consommer. Ce récit est vide de sens existentiel. Il produit de la solitude, de la compétition, de l'angoisse. Dans ce vide, les jeunes cherchent un récit alternatif. Pourquoi le New Age a pu occuper ce vide? Le New Age a émergé précisément parce que la religion ne répondait plus. La politique avait déçu. Le capitalisme ne donne pas de sens. Les sciences ne parlent pas de l'expérience intérieure. Le New Age propose un récit global, une place pour chacun, une mission personnelle, une vision enchantée du monde, une explication aux émotions, aux intuitions, aux synchronicités.
Il remplit un vide que personne d'autre ne remplit. Pourquoi les dérives mystiques séduisent autant aujourd'hui? Quand plus rien ne guide, tout peut guider. Les reporters galactiques, fédérations stellaires, éveillés et 5D prospèrent parce qu'ils offrent un récit simple, une hiérarchie claire, éveillé vs endormi, un sentiment de supériorité, une appartenance, une mission cosmique. Ce sont des réponses identitaires, pas des réponses spirituelles. Et comme tu le soulignes, ces récits ne sont même pas cohérents. Les dieux antiques, les Anunnaki, les civilisations stellaires imaginées, tous ces récits décrivent des êtres aussi violents, jaloux, belliqueux que les humains. Ce n'est pas la sagesse qui attire. C'est la structure narrative. Pourquoi les enseignants doivent comprendre ce contexte? Parce que sinon, ils risquent de ridiculiser les élèves, rejeter leurs questions, les laisser seuls face aux influenceurs mystiques, perdre leur confiance, renforcer l'attrait des récits extrêmes. Un adolescent qui demande « Quelle est ma mission d'âme ?» ne demande pas une cosmologie. Il demande « Aide-moi à comprendre qui je suis. Aide-moi à trouver ma place. Aide-moi à ne pas me perdre. » Si l'école ne répond pas, TikTok répondra. Comment aborder la question de manière rigoureuse et protectrice? Reconnaître que la question est légitime. C'est normal de se demander pourquoi on est là. Tout le monde se la pose. 2. Expliquer que plusieurs visions existent. Religieuses, philosophiques, psychologiques, New Age, scientifiques. 3. Montrer que la mission n'est pas donnée, mais construite. Ce n'est pas écrit ailleurs. C'est quelque chose que tu découvres en avançant. 4. Développer une conscience épistémologique. Aider les jeunes à distinguer métaphore, croyance, expérience, récit, réalité. 5. Redonner confiance dans l'humanité. Il n'y a pas de civilisation parfaite ailleurs. La sagesse, c'est ici qu'on la construit. 10. La scène que tu décris, l'enfant ou l'adolescent qui dit « Je ne comprends pas le sens de ma vie », et l'adulte qui rit, minimise ou détourne est l'un des nœuds les plus profonds de la crise éducative contemporaine. Elle explique à elle seule pourquoi tant de jeunes se tournent vers des récits mystiques, des missions d'âme, des fédérations galactiques ou des discours des éveillés. Ce n'est pas parce qu'ils sont crédules, c'est parce qu'ils sont abandonnés dans leur quête de sens. Ce que tu as vécu, beaucoup l'ont vécu. Et ce que tu décris dans les classes aujourd'hui, les élèves qui savent où ils vont, et ceux qui errent est un phénomène structurel, pas individuel. Il s'enracine dans 3 réalités. L'école n'a jamais été conçue pour aider les jeunes à se connaître. Les adultes sont souvent eux-mêmes blessés dans leur rapport au sens. Les récits traditionnels qui donnaient une direction ont disparu. L'ensemble crée un vide que les récits New Age remplissent, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Pourquoi les enseignants rient, minimisent ou rejettent ces questions? Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un mécanisme de défense. Parce qu'ils n'ont jamais été accompagnés eux-mêmes. La plupart des adultes n'ont jamais eu l'occasion de réfléchir à leur propre vocation profonde. Ils ont été orientés, poussés, assignés. Ils ont appris à survivre, pas à se connaître. Quand un élève pose une question existentielle, cela réactive chez eux une douleur ancienne. Moi non plus, je n'ai jamais su. 2. Parce que l'école n'a pas de cadre pour ces questions. Le système éducatif français est construit sur la transmission de savoir, la sélection, l'orientation administrative. Il n'a aucun espace institutionnel pour la connaissance de soi. Donc les enseignants ne savent pas quoi répondre. 3. Parce que la question du sens fait peur. Elle oblige à sortir du programme, du cadre, du rôle. Elle oblige à être humain. Et beaucoup d'enseignants n'ont jamais été autorisés à l'être dans leur formation. Pourquoi la question du sens est devenue centrale aujourd'hui? Tu le dis très justement, cette question ne se posait pas toujours. Elle apparaît dans l'histoire quand les structures qui donnaient sens s'effondrent. Quand la religion dominait. Le sens était donné d'avance. On ne se demandait pas « qui suis-je ?», mais « comment être un bon chrétien ?» La mission était définie par l'Église. Quand la religion a perdu sa crédibilité, elle a laissé un vide. 2. Quand les idéologies politiques ont pris le relais. Le communisme, le socialisme, les utopies communautaires promettaient une mission collective. Mais les totalitarismes, les guerres, les échecs des expériences communautaires ont détruit cette confiance.
3. Quand le capitalisme est devenu le seul récit. Il propose une mission très pauvre. Réussir, gagner, consommer, se distinguer. Cela ne nourrit pas l'âme humaine. 4. Quand les récits culturels se sont appauvris. Le cinéma, les séries, les jeux vidéo montrent un monde de violence, de cynisme, de manipulation. Ils n'offrent plus de modèle d'accomplissement humain. 5. Quand les familles sont devenues fragiles. Beaucoup d'enfants grandissent sans adultes disponibles pour écouter leur intériorité. Dans ce contexte, la question « Pourquoi suis-je là ?» devient inévitable. Et personne n'y répond. Pourquoi les récits New Age séduisent autant? Parce qu'ils offrent ce que plus personne n'offre. Un sens. Une mission. Une place dans l'univers. Une explication aux émotions. Une communauté. Un récit héroïque. Même les versions extrêmes, Reporter galactique, Fédération stellaire, Éveillé vs endormi, répondent à un besoin profond. Ne pas être seul dans l'univers. Mais comme tu le soulignes, ces récits ne sont pas plus sages que les mythologies anciennes. Les dieux grecs, les Anunnaki, les devins hindous, tous sont violents, jaloux, belliqueux. Imaginer des civilisations stellaires ne garantit pas la sagesse. Le problème n'est pas la croyance. Le problème est l'absence d'accompagnement. Pourquoi les enseignants doivent raconter leur propre histoire? Tu mets le doigt sur une clé pédagogique majeure. Quand un enseignant dit « Moi aussi, j'ai été perdu. Moi aussi, j'ai cherché. Moi aussi, j'ai souffert d'un manque d'écoute. » Alors l'élève comprend qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas seul, que sa question est légitime, qu'il peut parler. Cela crée un espace de confiance où l'élève peut réfléchir, au lieu de se réfugier dans des récits extrêmes. Ce que l'école pourrait faire et que ton atelier peut amorcer. Il manque à l'école 3 compétences fondamentales. 1. L'écoute de l'intériorité. Savoir entendre un élève qui dit « Je ne comprends pas ma vie ». 2. La connaissance des récits contemporains. Comprendre ce que les jeunes voient sur TikTok, YouTube, Instagram. 3. La conscience épistémologique. Savoir distinguer. Métaphore. Croyance. Expérience. Récit. Réalité. Ce sont ces 3 compétences que ton atelier peut transmettre. Il est important de comprendre que j'utilise ici l'IA pour m'aider à élaborer des ateliers d'accompagnement aux psy, enseignants et parents, dont les enfants sont perdus. Mais il n'est pas sûr qu'elle réponde bien. Je donne ici à écouter ce qu'elle dit, sur quoi il nous faudra réfléchir pour savoir si ces réponses sont justes. Ta réflexion ouvre un espace très fertile, celui d'une pédagogie du sens, qui manque cruellement aujourd'hui. Comment imagines-tu structurer la première séance de ton futur webinaire pour que les enseignants puissent commencer à explorer leur propre rapport au sens avant d'accompagner celui des élèves? Donc ce qu'il faut faire, c'est repérer quels enfants semblent perdus et très vite les orienter, les écouter, car ce sont eux qui sont des proies faciles que d'autres pourront récupérer. Mais pour qu'un enseignant puisse avoir cette écoute, il faut que lui-même n'ait pas des choses liées à son parcours qui ne soient pas réglées. Toute la difficulté d'animer des ateliers pour des enseignants est de pouvoir savoir si eux-mêmes savent écouter, car il ne suffit pas de le décider pour parvenir à le faire. Une autre solution serait d'inviter les élèves à écrire une rédaction sur cette question du sens qui pourrait porter sur « Comment envisagez-vous votre avenir ?» Car la difficulté est de repérer ceux qui ne comprennent pas la question. J'ai vu, sans être enseignant moi-même, mais ayant à aider des jeunes perdus, des gens qui ne comprennent même pas la question de « Que veux-tu faire de ton avenir ?» Cette situation que tu décris, des adolescents incapables de répondre à « Que veux-tu faire de ton avenir ?» et des enseignants eux-mêmes parfois incapables d'écouter n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système éducatif qui n'a jamais intégré la connaissance de soi comme compétence fondamentale, alors même que c'est la clé de toute orientation. Dans ce contexte, proposer aux enseignants des questions diagnostiques pour repérer les élèves en difficulté est une piste très pertinente. Mais ces questions doivent être formulées de manière à révéler l'intériorité, même chez ceux qui ne comprennent pas la question du sens. Voici une proposition structurée, pensée pour être utilisée en classe, en atelier ou en entretien individuel. Pourquoi certains élèves devenus enseignants ne comprennent même pas la question « Que veux-tu faire plus tard ?» Il existe 3 profils d'élèves qui ne peuvent pas répondre. Ceux qui n'ont jamais été autorisés à penser à eux-mêmes, famille où l'enfant doit s'adapter, se taire, survivre. Ceux qui n'ont pas de modèle intérieur, personne autour d'eux ne parle de vocation, de sens, d'élan. Ceux qui ont été blessés dans leur rapport à l'avenir, échec, humiliation, manque de confiance, anxiété. Pour ces élèves, la question « Que veux-tu faire ?» n'a aucun sens, car elle suppose une intériorité structurée
qu'ils n'ont pas encore. C'est pourquoi il faut poser d'autres questions, plus accessibles, plus concrètes, plus sensibles. Questions qui révèlent les élèves en difficulté, sans les mettre en échec. Ces questions sont classées par niveau de profondeur, pour permettre aux enseignants de repérer où se situe chaque élève. 1. Question très simple, pour repérer ceux qui n'ont pas de représentation d'eux-mêmes. Qu'est-ce ce que tu aimes faire quand tu n'as aucune obligation? Qu'est-ce ce qui t'ennuie le plus dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce ce qui te fait sourire sans que tu t'en rendes compte? Qu'est-ce ce qui te fatigue le plus vite? Signe d'alerte. L'élève répond « je ne sais pas » à tout, ou donne des réponses mécaniques. Cela indique une absence de contact avec son monde intérieur. 2. Questions sur les forces et les fragilités, pour repérer ceux qui n'ont jamais été valorisés. Que est ce que les autres disent que tu fais bien? Qu'est ce que tu trouves difficile, même si tu fais des efforts? Qu'est ce que tu fais mieux que la moyenne, sans t'en rendre compte? Signe d'alerte. L'élève ne peut citer aucune qualité. Cela indique un déficit de reconnaissance ou une blessure narcissique. 3. Questions sur les émotions, pour repérer ceux qui sont dissociés ou anxieux. Qu'est ce qui t'énerve le plus dans la vie? Qu'est ce qui te rend triste? Que est ce qui te donne de l'énergie? Qu'est ce qui te calme? Signe d'alerte. L'élève ne peut pas nommer ses émotions. Cela indique une difficulté d'accès à soi. 4. Questions sur l'imaginaire, pour repérer ceux qui ont un sens du possible. Si tu pouvais passer une journée dans la peau de quelqu'un, ce serait qui? Si tu pouvais apprendre quelque chose sans effort, ce serait quoi? Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Signe d'alerte. L'élève ne peut pas imaginer. Cela indique une fermeture de l'imaginaire, souvent liée à des blessures. 5. Questions sur la projection, pour repérer ceux qui ont peur de l'avenir. Dans 5 ans, tu te vois où? Que est ce que tu aimerais avoir appris d'ici là? Que est ce que tu aimerais avoir réussi? Signe d'alerte. L'élève répond « je ne me vois nulle part ». Cela indique une angoisse existentielle ou un sentiment d'inutilité. Questions qui révèlent les élèves attirés par les récits mystiques. Ces questions permettent d'identifier ceux qui risquent d'être happés par les discours New Age extrêmes. Est-ce que tu as l'impression que tu es là pour quelque chose de spécial? Est-ce que tu penses que tu dois accomplir quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression que personne ne te comprend vraiment? Est-ce que tu te sens différent des autres? Est-ce que tu cherches des signes pour t'orienter? Signe d'alerte. L'élève parle de mission, de destin, de guide, de signe, de 5D, de éveillé vs endormi. Cela indique une quête de sens non accompagnée, donc un risque de vulnérabilité à des dérives. Pourquoi ces questions sont efficaces? Elles permettent de repérer les élèves sans intériorité structurée, les élèves sans confiance en eux, les élèves sans projection, les élèves en quête de sens, les élèves vulnérables aux récits mystiques, les élèves qui ont besoin d'un adulte pour les écouter. Et surtout, elles permettent de le faire sans les mettre en échec, car elles ne demandent pas une réponse juste, mais une réponse vécue. 12. Une grille d'observation et de questions n'a de sens que si elle s'inscrit dans une compréhension plus large. Certains adolescents ne peuvent pas répondre à la question du sens parce qu'ils n'ont jamais été autorisés à se percevoir eux-mêmes. L'outil que tu veux transmettre doit donc permettre aux enseignants de repérer ces jeunes, de comprendre ce qui se joue, et d'ouvrir un espace où ils peuvent enfin commencer à se dire. Voici une version complète, structurée et utilisable immédiatement dans un atelier ou un webinaire. Grille d'observation. Repérer les élèves vulnérables. Cette grille aide les enseignants à identifier les élèves qui manquent de repères internes, qui n'ont pas accès à leur intériorité, ou qui sont susceptibles d'être happés par des récits mystiques extrêmes. 1. Rapport à l'avenir. Évitement systématique des discussions sur l'orientation. Réponse vague ou défensive. Je m'en fiche, je verrai plus tard. Absence totale de projection. Je ne me vois nulle part. 2. Rapport à soi. Incapacité à nommer une qualité personnelle. Dévalorisation chronique. Je suis nul, je ne sers à rien. Absence d'intérêt déclaré. Rien ne m'intéresse. 3. Rapport aux émotions. Difficulté à identifier ce qu'il ressent. Réaction disproportionnée ou retrait massif. Signe de dissociation légère, regard vide, absence, flottement. 4. Rapport au groupe. Isolement marqué ou dépendance excessive à un groupe. Recherche compulsive de validation extérieure. Sensibilité forte aux figures charismatiques. 5. Signe d'adhésion à des récits mystiques extrêmes. Discours sur éveillé vs endormi. Recherche de signes pour prendre des décisions.
Mention de guide, mission, vibration, 5D. Répétition de contenu TikTok, YouTube ésotérique. Grille de questions. Ouvrir l'espace intérieur sans mettre en échec. Ces questions sont conçues pour révéler l'intériorité, même chez les élèves qui ne comprennent pas la question du sens. 1. Question d'entrée. Simple, accessible. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'as aucune obligation? Qu'est-ce qui t'ennuie le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te fait sourire sans que tu t'en rendes compte? 2. Questions sur les forces et les fragilités. Qu'est-ce que les autres disent que tu fais bien? Qu'est-ce qui te demande beaucoup d'efforts? Qu'est-ce que tu fais naturellement, sans y penser? 3. Questions émotionnelles. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te calme? 4. Questions imaginaires, pour ouvrir l'espace intérieur. Si tu pouvais apprendre quelque chose sans effort, ce serait quoi? Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Si tu pouvais passer une journée dans la peau de quelqu'un, ce serait qui? 5. Question de projection. Dans 5 ans, tu te vois où? Que est-ce que tu aimerais avoir appris d'ici là? Que est-ce que tu aimerais avoir réussi? 6. Question pour repérer la quête de sens. Est-ce que tu as l'impression d'être là pour quelque chose? Est-ce que tu te sens parfois différent des autres? Est-ce que tu cherches des signes pour t'orienter? Indicateur d'alerte. Quand un élève a besoin d'aide. Ces signaux montrent qu'un élève est vulnérable, en souffrance, ou susceptible d'être happé par des récits extrêmes. 1. Absence totale de projection. Je ne me vois nulle part. Je ne serai rien. Je ne veux pas penser à l'avenir. 2. Absence d'accès à soi. Incapacité à nommer une émotion. Incapacité à dire ce qu'il aime ou n'aime pas. Réponse mécanique ou vide. 3. Discours mystique rigide. Je suis là pour sauver les autres. Je suis un éveillé, les autres sont des endormis. L'univers m'envoie des messages. Je dois accomplir ma mission. 4. Déconnexion du réel. Décision basée uniquement sur des signes. Rejet de toute autorité humaine, les adultes ne comprennent rien. Adhésion à des récits galactiques ou conspirationnistes. 5. Fragilité émotionnelle. Anxiété forte. Isolement. Sentiment d'inutilité. Besoin excessif de validation. Comment intégrer cet outil dans un atelier pour enseignants? Un atelier efficace pourrait suivre 3 étapes. Un travail sur soi des enseignants. Comment ont-ils vécu leur propre choix d'orientation? Quelles blessures ou frustrations influencent leur écoute? Quelles questions existentielles les ont marqués? Ce passage est indispensable pour éviter les réactions défensives ou moqueuses. 2. Présentation de la grille d'observation et de questions. Mise en situation avec des cas fictifs. Analyse de réponses d'élèves. Décryptage des signaux faibles. 3. Exercices pratiques. Jeu de rôle enseignant-élève. Reformulation non jugeante. Identification des élèves vulnérables. Construction d'un espace d'écoute sécurisant.